Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Q&A. J'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. On va commencer tout de suite parce qu'on a une question. Une question, les amis, pour commencer. Alors, allons-y directement. La question c'est, on sait que la perception de la douleur est très différente d'une personne à l'autre, même si personne n'aime se cogner le petit orteil en se levant pour faire pipi la nuit. Mais dans les grandes lignes, comment est-ce que ça marche? À quoi ça sert? Et pourquoi cela arrive avec une intensité si variable au cerveau en fonction des personnes, des moments, des mouvements que l'on fait? Est-ce que l'on peut distinguer la douleur, la peur de la douleur elle-même? Vous avez 4 heures pour répondre à cette question du bac philo 2023. Alors, un moment d'appréciation, s'il vous plaît, pour les questions de fous furieux que vous m'envoyez. J'adore, honnêtement j'adore et je suis contente d'être constamment en train d'étudier parce que vous m'épargnez pas, clairement. Mais c'est super parce que c'est le genre de questions que je trouve personnellement vraiment fascinantes et ça montre qu'on vibe vraiment, vous voyez, qu'on s'intéresse aux mêmes choses et que vous voulez aussi comprendre et c'est quelque chose qui est très important pour moi et dans mon approche du yoga, dans mon approche de la pratique et du self-care, tout ça, de comprendre les mécanismes derrière pour ensuite avoir un peu plus de sentiment de contrôle, de pouvoir changer ce qui est changeable, oui, et de pouvoir simplement, ouais, en comprenant mieux, on a l'impression d'être un peu plus, d'avoir un peu plus ah zut, d'avoir un peu plus de possibilités, un peu plus d'options, voilà. Oh, voilà. Donc, passons donc à la réponse. Donc j'ai essayé d'y aller progressivement et d'y aller aussi le plus simplement possible en fait. Parce que évidemment, la perception de la douleur en général, c'est un sujet très très vaste sur lequel je pourrais faire plusieurs podcasts facilement. Mais donc pour le bien de ce Q&A, pour ne pas y passer 3h30, on va essayer de simplifier un peu les choses. La perception de la douleur varie énormément parce que c'est pas aussi simple que tel degré de dégâts fait au tissu égale tel degré de douleur en réponse. Il y a vraiment pas de cette relation d'égalité entre ce qu'on ressent et ce qui s'est passé au niveau des tissus. La douleur, c'est une décision prise par le cerveau, à un niveau inconscient bien sûr, mais une décision qui dépend de plein de choses, de plein de variables et qui a une fonction, un but. C'est-à-dire que le cerveau, quand il produit de la douleur, c'est pour attirer notre attention sur quelque chose qui cloche. Et ça peut être un dégât dans les tissus, mais ça peut être autre chose aussi. Et donc ça dépend de plein de choses, de la même manière que les décisions qu'on prend consciemment dépendent de plein de variables. Donc par exemple, si vous réfléchissez à, je sais pas, où manger ce soir, ça va dépendre de notre expérience. Oh, ce resto-là était pas top la dernière fois, donc on va peut-être pas aller manger là ce soir. Ça peut dépendre aussi de notre humeur. Oh, je suis stressée aujourd'hui, j'ai envie de comfort food, j'ai envie d'aller au Thai ou au McDo. Ça peut dépendre de notre état de fatigue. J'ai mal dormi hier, j'ai pas envie d'être dans un endroit bruyant. Je vais peut-être plutôt juste rester à la maison tranquille et me faire un bol de céréales. Voilà. Ça peut dépendre aussi de nos croyances. Oh, ce resto-là n'est pas cher, donc ça doit pas être bon, donc on va peut-être pas aller là. Pour la douleur, c'est pareil. Notre cerveau va décider de nous en envoyer plus ou moins selon plein de facteurs qui peuvent être notre biologie. Donc les femmes, si on est une femme ou si on est un homme, si on a tel âge ou tel âge, si on a une sensibilité particulière à la douleur parce qu'il y a un facteur génétique, si on prend tel ou tel médicament qui influe notre physiologie. Mais ça peut aussi dépendre de nos croyances sur la douleur. Si on est persuadé, par exemple, que la douleur ne va pas s'arrêter, si on pense que quelque chose va faire très très mal, ça risque d'être le cas, effectivement. Notre psychologie influe aussi la perception de notre douleur. Ça peut être également, comme pour le resto, notre humeur. Si on est super stressé ou si on est super fatigué, on va sans doute être plus sensible à la douleur.
Et ça peut aussi être le contexte dans lequel on est. Si on a quelque chose de plus urgent à gérer que la douleur, on va moins la ressentir, voire ne pas ressentir de douleur du tout. Par exemple, si on a tous cet exemple en tête d'une mère qui arrive à courir sur une jambe cassée parce que son enfant est en danger et donc elle doit courir voilà, pour aller sauver son enfant, par exemple. Mais ça peut être aussi un exemple que j'avais donné sur Insta il y a quelque temps. Vous êtes dans votre chambre, vous entendez votre enfant crier ou votre chat crier, faire un bruit qui vous interpelle vraiment. Vous allez courir pour sortir de votre chambre et vous allez vous cogner le tibia contre le lit ou le petit orteil, comme tu disais dans la question. Et vous allez rien sentir sur le moment, mais le jour d'après, vous allez dire, tiens, j'ai un bleu ici, mais je me souviens pas de m'être cogné. Pourtant, on a tous eu des bleus, on ne savait pas d'où ils venaient. Ben, c'est sans doute que au moment où on se les fait, on avait quelque chose de plus important à faire que de se soucier de la douleur. Et au contraire, quand on est dans un état où on se sent en sécurité, où on n'a rien de particulier à gérer, bah là, la douleur va peut-être plus se faire sentir parce que notre cerveau se dit, ok, on n'a rien à faire, on n'a rien d'urgent à faire. C'est le moment de s'occuper de ce problème qu'on a là. Voilà. Donc, pour la deuxième partie de la question, une autre partie, enfin, ou je sais plus, la énième partie de la question, distinguer la peur de la douleur elle-même. Honnêtement, moi je dirais que oui. Je dirais que oui, c'est possible de le faire en s'éduquant sur la douleur, donc en essayant de comprendre mieux comment elle fonctionne. Donc par exemple, avec tout ce que je viens de vous raconter, il y avait peut-être des choses que vous ne saviez pas et qui vont influer votre perception de votre peur de la douleur ou de la douleur elle-même la prochaine fois que ça arrive. En apprenant à discerner aussi, il y a des exercices de pleine conscience, ce qui relève de la peur d'avoir mal et ce qui relève de vraiment la douleur elle-même. Simplement, voilà, déjà en posant notre attention sur ce genre de mécanisme, en comprenant comment il fonctionne, je pense que ça peut aider à distinguer les deux. Et en général, il faut garder à l'esprit que si on se fait une blessure et que la douleur persiste au-delà de quelques semaines, voire quelques mois, notamment s'il n'y a plus de traces de la blessure, c'est qu'il y a certainement une grosse partie de psychologique derrière. Par exemple, pendant presque 2 ans après ma blessure au poignet, j'avais de la douleur et une douleur qui était parfois si intense qu'elle me faisait pleurer et je savais pas personnellement, pertinemment qu'il n'y avait plus aucun dégât physique, qu'il y avait, voilà, ma blessure avait guéri depuis 2 ans, mais la douleur était toujours là et c'est extrêmement frustrant parce qu'on se dit mon cerveau ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui cloche, pourquoi est-ce que j'ai cette douleur qui continue alors que il n'y a plus rien, Donc c'est après bon, c'est tout un mécanisme oui, de comprendre que c'est la peur de la douleur et que c'est la peur que ça ne se résolve jamais qui entretient cette douleur et il y a toutes des techniques, plein de techniques à appliquer et toute une stratégie à mettre en place ensuite pour overcome ça, pour le surmonter. Et si c'est votre cas, bien sûr, et que vous voulez qu'on en discute, n'hésitez surtout pas. Contactez-moi via tous les liens qu'il y a dans l'épisode, dans les notes de l'épisode, et je ferai tout mon possible pour vous aider, bien sûr. Donc voilà, donc c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur la question aujourd'hui. Comme dit, hein, on pourrait y passer des heures, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Si vous avez des questions plus précises ou s'il y a des points que vous voudriez que j'approfondisse, n'hésitez surtout pas. Alors, l'autre question ici que j'ai, as-tu un conseil pour éviter de grignoter quand on est à son bureau ou au moins de grignoter sainement?
Alors, comme d'hab, le disclaimer, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas spécialiste en perte de poids du tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est sous l'angle de déjà mon expérience personnelle d'avoir perdu du poids et d'avoir réussi à le, le garder, j'allais dire, mais le garder hors de moi. Et aussi sous l'angle de habit coaching, donc de comment se débarrasser d'une habitude qu'on ne veut plus, qui ne nous sert plus. Donc pour moi, déjà le meilleur moyen de ne pas céder à la tentation, c'est d'agir sur son environnement, c'est de ne plus avoir la tentation dans notre environnement. Et en l'occurrence, pour le grignotage, ça commence quand on fait ses courses, tout simplement. Personnellement, je n'achetais plus de sucreries et même maintenant, en fait, quand j'achète des sucreries, des choses à grignoter, je sais pertinemment que je vais les défoncer et que si je ne veux pas les avoir, si je ne veux pas avoir ces calories en plus, bah, il suffit de ne pas les acheter, en fait, tout simplement. Je sais que c'est tout un process, n'est-ce pas? Mais voilà, c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure, tout un processus, quand je parlais de la douleur. Mais donc voilà, je sais que si j'en ai dans mes placards, je vais les manger. Donc quand j'étais dans mon optique de perdre du poids, de ne plus grignoter, je les achetais plus, tout simplement. Et évidemment, ça manque ensuite, mais au moins la tentation n'est plus là et ça résout le problème de façon radicale. Ensuite, placer des fruits sur le comptoir de la cuisine au lieu de placer des biscuits, des petits gâteaux, ça peut aussi aider parce que si je vais dans la cuisine et que j'ai un petit creux, ou même que j'ai pas de petit creux mais que j'arrive dans la cuisine et que je vois un truc qui est tentant, bah il va y passer. Si j'ai un petit creux que je vais dans la cuisine, je vais aller au plus rapide, je vais aller à ce que je vois directement et si je vois une pomme, une banane, bon je me dis que c'est mieux que de défoncer un paquet de gâteaux. Aussi parfois quand je suis à mon bureau, moi c'est souvent, c'est pas vraiment quand je travaille, mais c'est quand je joue en fait. Je pense que j'ai faim, mais en fait j'ai juste soif. Ou j'ai juste envie d'avoir la sensation de l'estomac un peu plus rempli ou d'avoir un goût agréable dans la bouche. Dans ce cas-là, je vais boire un thé. Je vais essayer de boire un thé bien parfumé pour, au lieu de me jeter tout de suite sur le chocolat, sur les gâteaux, je vais voir, ok, est-ce que ça ne passe pas si je bois juste simplement un thé? Parfois, j'ai envie d'avoir quelque chose dans la bouche, j'ai envie de mâcher. Donc, je vais prendre un chewing-gum. Voilà. Ou bien si j'ai vraiment envie de chocolat, je vais avoir précédemment acheté du chocolat noir à 80% plus pour que ce soit moins sucré. Ou bien je peux aussi me faire par exemple un bol de fruits avec du yaourt nature, donc pas trop, encore une fois, pas quelque chose de super sucré, pas quelque chose de super riche en calories, et un ou deux carrés de chocolat noir, parce que je sais que le chocolat noir, il va clairement satisfaire mon envie de chocolat, parce que c'est très fort en goût et j'ai pas besoin d'en manger la moitié de la tablette. Ça va apaiser mon envie et ça va m'éviter de m'envoyer quelque chose de beaucoup moins sain. Voilà. Donc ça c'est, encore une fois, c'est pas Clem la nutritionniste qui raconte ça. Mais je pense que ce sont des techniques vraiment, qui en tout cas moi m'ont vraiment aidé avec mes problèmes de grignotage quand je cherchais à perdre du poids et ce sont des techniques que j'utilise encore toujours aujourd'hui bien sûr pour ne pas le reprendre parce qu'on est bien quand on a un peu moins de couches sur soi. Mais voilà, moi c'est ce que je fais et c'est ce qui me convient. Donc j'espère que voilà, j'espère que ça a été utile, j'espère qu'il y a quelques idées à piocher là-dedans. Si vous avez envie de élever votre self-care, de prendre mieux soin de vous, d'améliorer votre mobilité, votre sommeil ou simplement vos habitudes en général, je serais ravie de vous y aider. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à mon site yogawithclem.com/fr pour la version française. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas également à m'envoyer vos questions. Je serai ravie de les aborder la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci beaucoup.